Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui est chronique, qui est neurodégénérative du système nerveux central. Ça veut dire qu'il y a une inflammation chronique et il y a une perte axonale avec le temps dans la pathologie. Alors, elle reste une affection de l'adulte jeune, c'est-à-dire à partir de 30-40 ans, et qui est la première cause du handicap non traumatique. Pardon? Un souci? Continuez, madame. Ok, donc c'est la première cause du handicap non traumatique. Elle est caractérisée sur le plan anatomopathologique par des lésions de démyélisation, ça veut dire qu'on voit qu'il y a une démyélisation atteinte de la substance blanche du système nerveux central et non pas périphérique. Il faut se rappeler que c'est le système nerveux central. Sur le plan clinique, elle est caractérisée par des poussées et des rémissions. La plupart du temps, c'est des poussées puis on a une rémission. Et avec le temps, on va avoir une phase de progression. La phase de progression se fait vers un handicap progressif, après la phase passant par poussée et rémission. Alors, sur le plan épidémiologique et sur le plan étiologique, en Algérie, on n'a pas beaucoup d'études, mais sur le plan international, elle est quand même, l'incidence, elle est de 1 à 3 pour 100 000 habitants par an. La prévalence, il y a une répartition, anciennement, il y avait quand même une répartition sur 3 zones. La zone à haut risque, plus on va en hauteur, plus on a plus de patients atteints, donc supérieur à 30 pour 100 000 habitants, surtout en Europe, en Amérique. Il y a des zones moyen risque, donc avec une prévalence allant de 5 à 30. Pardon, madame. Ces chiffres sont à apprendre. Pardon? Ces chiffres sont à apprendre. Non, non. Il faut connaître, il faut avoir une idée sur ce qui se D'accord, passe. merci beaucoup. OK. Donc, c'est le deuxième, c'est le délégué de promo, c'est lui? Oui, je suis délégué adjoint de la promo. Vous en avez pas mal de délégués, vous êtes nombreux. Très bien. Donc, un moyen risque, ça veut dire qu'il y a de 5 à 30 pour 100 000 habitants. C'est généralement il y a un arrière-fond qui n'est pas bien. Chez vous? OK. Au niveau européen et au niveau du Maghreb. L'Algérie, avant, elle était située dans une zone de moyen risque, de faible risque, avant on considérait. Là, elle est plus dans une zone de moyen risque. On va dire, elle est à peu près à 25 pour 100 000 habitants. Selon des études, il y a des tests qui ont été faits à Blida, à Tizi, à Tlemcen, où on retrouve une prévalence à peu près dans les 30 jusqu'à 40 pour 100 000 habitants. Donc, et il semblerait que la population de race noire est moins atteinte que la population de race blanche. Alors, l'âge, donc je vous ai dit que c'est une maladie de l'adulte jeune. Donc, la plupart des atteintes se font entre l'âge de 20 et 40 ans. Donc, 80% à peu près, on a cet âge. Et il y a quand même des formes pédiatriques où on a une atteinte inférieure à 18 ans. Il y a des CEP pédiatriques, 18, 16 ans, même moins, 14 ans même. Il y a des formes tardives. Donc, les formes tardives surviennent après l'âge de 60 ans, on va dire. 60 ans, on a même certains patients atteints à partir de cet âge. Alors, pour le sexe ratio, elle atteint surtout la femme jeune. Donc, la femme en âge de procréer, c'est à peu près 2 à 3 femmes pour un seul homme. Alors, pour les étiologies, on ne connaît pas très bien son étiologie. On dit qu'elle est multifactorielle, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la survenue d'une sclérose en plaques chez un patient. Donc, il y a déjà une prédisposition génétique. Il y a les facteurs environnementaux qui interviennent pour que telle personne fait une sclérose en plaques et une autre personne n'en fait pas. Alors, comment on met en évidence, comment ça a été mis en évidence?
ça a été mis en évidence sur des études de migration. Donc, il a été déterminé chez des migrants, surtout les gens, donc on avait déterminé tout à l'heure les zones de haute indemnicité et les zones de basse indemnicité. Donc, il a été déterminé que si une personne d'une zone de moyenne, de faible risque, de faible indemnicité avant l'âge de 15 ans, et elle va dans une zone où l'indemnicité est élevée, donc elle va acquérir le même risque où elle va. Si elle passe d'une zone de moins indemnicité après l'âge de 15 ans, elle va dans une zone de haute indemnicité, elle va garder donc le risque qu'elle avait. Donc l'âge de 15 ans a été déterminé selon des études. Le deuxième facteur génétique qui a été mis en évidence aussi, c'est le fait d'existence de cas familiaux. Il faut savoir que la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie qui va se transmettre selon la loi mendélienne. Donc, ce n'est pas une maladie génétiquement déterminée. Mais on peut trouver dans une famille un ou deux cas. Donc, on parle de cas familiaux et non pas de maladies génétiquement déterminées. Ça a été déterminé comment? C'est que dans une fratrie, si un patient fait une sclérose en plaques, la prévalence ou le risque par rapport à la population générale que l'autre frère ou l'autre sœur fait une sclérose en plaques est de 4% supérieur. Et ça a été aussi déterminé dans les frères ou les sœurs jumeaux, homozygotes, où le risque par rapport à la population générale est de 25%. Donc, un patient qui fait une SEP, son frère ou sa sœur homozygote a 25% de risque de faire une sclérose en plaques supérieure par rapport à la population générale. Un autre facteur de risque, c'est le typage HLA. Donc, il y a des typages HLA donc, qui ont un facteur protecteur par rapport à la maladie. Il y a d'autres qui ont un facteur plutôt favorisant la maladie. Et le typage HLA DR1 et DR2 a été démontré chez la population caucasienne, donc de race blanche, ceux qui portent ce typage ont un risque un petit peu supérieur à faire une sclérose en plaques par rapport toujours à la population générale. Alors, les facteurs environnementaux, ça c'est les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Parmi les facteurs environnementaux, on a l'infection. Donc, il a été incriminé les infections viraux. Donc, une prédisposition génétique existe et à partir du fait qu'il y a une infection X, le plus fréquent c'était l'Epstein-Barr virus, le patient va développer, après cette infection, il est possible qu'il développera ultérieurement une sclérose en plaques. Les autres facteurs qui interviennent, il a été déterminé que les gens qui ont une hypovitamine D ont plus de risques de faire une SEP ou d'entrer dans une sclérose en plaques après un premier événement inflammatoire, ce qu'on appelle le CIS. Donc, quelqu'un qui fait un premier événement inflammatoire, on ne le déclare pas comme étant une sclérose en plaques d'emblée, mais le risque, s'il y a une hypovitamine aussi, D, le risque est supérieur pour qu'il fasse une deuxième poussée et il rentrera dans une maladie sclérose en plaques. Le tabac aussi a été incriminé selon des études, on ne sait pas par quel mécanisme. L'obésité aussi, donc je n'ai pas marqué ici, mais l'obésité aussi a été déterminée parce qu'elle intervient dans le processus inflammatoire. Donc, vous vous rendez compte que le facteur étiologique n'est pas net, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plutôt une prédisposition génétique, le fait qu'il y a une agression X à un moment donné, et le patient va développer des anticorps contre cette agression, et plus tard, il va développer des anticorps contre son propre neurone avec une destruction de la myéline du système nerveux central. Pourquoi la myéline du système nerveux central et non pas la myéline du système nerveux périphérique? Parce que les deux myélines n'ont pas la même constitution. C'est pour ça que ça atteint plus le système nerveux central. Alors, sur le plan physiopathologique, aussi, donc, c'est une maladie auto-immune, comme toutes les maladies auto-immunes,
il y a un dysfonctionnement du système immunitaire. Au niveau du sang périphérique, il y a une activation des lymphocytes autoréactifs, donc qui ont été à un moment donné en relation avec une infection X. Ils vont, à l'occasion d'un facteur qu'on ne sait pas, ils vont commencer à agir, à passer la barrière hématoméningée, passer au niveau du système nerveux central. Ils vont commencer à entraîner une réaction inflammatoire qui aura pour but une activation des macrophages et une destruction de la myéline de la personne. Les lymphocytes B interviennent parce que maintenant, avant, on disait que la sclérose en plaques, c'est surtout le fait qu'il y a cette humidité à lymphocyte, donc immunité humorale qui intervient et ça entraîne une destruction de la myéline. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a les deux systèmes lymphocytaires interviennent, donc et en même temps le système lymphocytaire T et en même temps les lymphocytes B par des sécrétions d'auto-anticorps qui sont dirigés contre la myéline. Donc, avec le temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une démyélisation du système nerveux central et en même temps, on va avoir une dégénérescence axonale progressive avec le temps. Parce qu'il y a une agression au début, c'est la myéline qui est détruite. Donc, la myéline se détruit et après, il y a une réaction. Après, avec le temps, la myélinisation n'est pas correcte. Avec progressive. Cet handicap à long terme plutôt. La physiopathe en schéma. Donc, on va voir les lymphocytes T là qui sont Madame, vous êtes sortie de la salle parce que votre connexion est instable. S'il vous plaît, repartagez l'écran et réactivez le micro. là, c'est bon? Oui, c'est bon, il faut repartager l'écran seulement. Ok, l'écran, normalement, il est. Ah non, attendez. Là, ça va? Oui. Oui. C'est bon, on était là? Là, j'ai sauté des choses. Oui. On était là. Il y a un arrière-fond qui n'est pas commode. Ça va? Je termine? Oui. J'aurais dû terminer sur Google Meet parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités. À 99, c'est acceptable. Comme ça, c'est moi qui gère, au lieu que ce soit une autre personne. Très bien, Malish. Donc, la physiopathe, on parlait de l'activation des lymphocytes T, donc ils passent de la périphérie, du sang périphérique, ils arrivent au niveau du système nerveux central et vous allez voir ici qu'ils vont activer des macrophages. En même temps, ces macrophages vont intervenir dans la destruction de la myéline. Ici, c'est les lymphocytes plutôt B, donc ils vont aussi ils ont un rôle aussi de présentateur d'antigènes par rapport aux lymphocytes T. Et en même temps, il y a une sécrétion des anticorps.
donc ils vont intervenir dans la destruction de la myéline. Voilà à peu près ce qu'on connaît de la physiopathe. Qu'est-ce qui marche pas encore? C'est OK. Madame, pourquoi ne touche pas le système nerveux périphérique? Parce que ce n'est pas la même myéline. Les anticorps sont plus pour les myélines du système nerveux central et non pas le système nerveux périphérique. C'est ça, D'accord, merci. c'était dans ce... Madame, s'il vous plaît, madame, est-ce que c'est vrai que maintenant ils ont découvert que la sclérose en plaques touche même la substance grise? Bah, c'est sûr, oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a une c'est pas qu'ils ont découvert. Il y a une dégénérescence axonale secondaire. Et on se rend compte qu'avant, on disait que ce n'est que la substance blanche qui est atteinte. Mais avec le temps, on se rend compte, puisqu'il y a un handicap aussi important, l'handicap, c'est pas la myéline, c'est parce qu'il y a une perte axonale. Et à partir du moment où il y a une perte axonale, il y a une perte neuronale. Et quand il y a une perte neuronale, c'est la neurone, c'est le système nerveux central, c'est la substance grise. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pathologie inflammatoire. Au début, on disait inflammatoire auto-immune, et que ces dernières années, on dit inflammatoire auto-immune et dégénératif. OK? D'accord. Alors là, on termine. Très bien. Voilà, c'est le même schéma avec plus de précision. C'est à cause des médicaments, lorsqu'ils agissent. Là, après, on en parlera peut-être. Mais c'est toujours les lymphocytes T et les lymphocytes B qui interviennent. Les lymphocytes B ont un rôle dans la sécrétion des anticorps. Les lymphocytes T stimulent les macrophages pour qu'il y ait une destruction myélique. Alors, sur le plan clinique, oui. Madame, parce que je n'ai pas bien entendu, vous avez dit qu'après la démyélinisation, il y a une perte neuronale. Je ne comprends pas. Pardon? Vous avez dit qu'après la démyélinisation, il y a une perte neuronale, c'est ça? Il y a une perte axonale avec le temps. C'est avec le temps, ce n'est pas au début. D'accord. D'accord? D'accord, oui. Et si l'axone meurt, avec le temps, le neurone meurt en même temps. D'accord. OK? OK. Alors, on va passer à la clinique. Donc, sur le plan clinique, vous avez compris, c'est une maladie un petit peu... on parle de sclérose en plaques parce que la destruction de la myéline, elle n'est pas sélective, c'est la substance blanche. Donc, toutes les voies qui passent au niveau de la substance blanche peuvent être atteintes à n'importe quel niveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pathologie multifocale. Donc, il y a plusieurs des lésions un peu partout. Et que ça évolue par poussée-rémission. Donc, il y a une réaction inflammatoire, une inflammation, on a une poussée. Il y a une réparation, on a une rémission. Et avec le temps, la réparation ne se fait pas correctement. Il y a toujours cette perte axonale et on va avoir un handicap qui est fixe. Alors, les signes les plus importants, les plus fréquents qu'on a, c'est surtout la symptomatologie motrice, parce que vous allez avoir un handicap plutôt moteur, c'est le plus important. Et ça reste aussi un mode d'entrée dans la maladie. Donc, on a plus de 1/3 des cas où, plutôt moche un tiers des cas, plus à peu près les signes moteurs représentent à peu près 35 à 40% au mode d'entrée. Donc, le mode d'entrée, il peut être polysymptomatique, comme il peut être monosymptomatique. Donc, dans les 2/3 des cas, il est monosymptomatique, mais le 1/3 des cas, il est polysymptomatique. C'est-à-dire, on peut avoir des signes moteurs, donc une faiblesse motrice, en même temps une baisse de l'acuité visuelle. Donc, quand même, c'est 2 signes en même temps. On peut avoir des troubles de la sensibilité, en même temps un trouble de l'équilibre. Ça fait quand même 2 symptômes. Mais dans 2/3 des cas, c'est un mode d'entrée monofocal, on va dire. Et quand on examine le patient, on va trouver d'autres signes associés. Donc, les signes moteurs sont les plus fréquents. 35 à 40% sont un mode d'entrée par un déficit moteur.
Dans 25%, c'est la névrite optique rétrovulvaire, donc c'est-à-dire la baisse de l'acuité visuelle, l'installation aiguë. Les troubles de la sensibilité subjective représentent à peu près 20 à 25% de mode d'entrée. Les troubles de l'oculomotricité, quand même. L'équilibre, à peu près 5 à 10%. Alors, on va détailler à peu près les signes au fur et à mesure. Les signes moteurs, donc un mode d'entrée fréquent, il existe des fois, c'est un mode d'entrée, comme au cours de l'évolution de la maladie, il est présent quand même dans 80%. Donc, c'est un signe majeur, un symptôme majeur. C'est ça qui montre aussi l'handicap. C'est plus le déficit moteur, qu'il soit aux 4 membres ou aux membres supérieurs ou un seul membre. Donc, le déficit moteur est assez marqué. Au cours de l'évolution, on a quand même jusqu'à 80% d'atteinte. Donc, il peut aller d'une discrète faiblesse. Donc, je disais la dernière fois dans l'atteinte pyramidale, donc c'est surtout une symptomatologie pyramidale, donc soit une difficulté à utiliser ce membre supérieur, une difficulté à la marche, une lourdeur d'un membre qui soit supérieur ou inférieur. Donc, allant du discret signe jusqu'à le déficit quand même assez important, le déficit, la tétraplégie ou la tétraparésie ou la monoplégie. Alors, on avait parlé aussi de la claudication intermittente avec cette réduction du périmètre de marche dans les atteintes pyramidales normalement. Alors, l'examen neurologique, on va trouver une symptomatologie pyramidale, donc avec un déficit, une hypertonie, une hyperréflexie. Là, je reviendrai dessus avec un signe de Babinski qui est présent. L'atteinte motrice, c'est surtout la motricité centrale, c'est-à-dire l'atteinte du système pyramidal. Le deuxième signe qu'on avait dit, donc le mode d'entrée, c'est la névrite optique rétrovulvaire, donc qui est inaugurale dans la maladie dans 25% des cas. Elle va se manifester par quoi? Par une baisse de l'acuité visuelle. On parle de névrite optique rétrovulvaire. Sur le plan clinique, le patient il va vous dire j'ai un flou visuel, surtout asymétrique, bien sûr, ce n'est pas les deux yeux en même temps. Généralement, un œil puis un autre, quand les deux sont atteints. Ou bien, même s'ils sont atteints en même temps, ce n'est pas la même intensité d'atteinte, parce que ça fait un diagnostic différentiel avec d'autres pathologies. Et généralement, c'est une baisse unilatérale de l'acuité visuelle et surtout un flou, un voile unilatéral. On peut trouver un scrotum et à l'examen généralement à l'ophtalmo, il va parler de dyschromatopsie, c'est le problème de reconnaissance des couleurs. Ça, c'est vraiment plus spécifique à l'examen ophtalmologique. Mais au niveau neurologique, comment on met en évidence, donc on sent que le patient il dit qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle et en même temps, il va parler de douleur à la mobilisation du globe oculaire. C'est ça la vraie névrite optique. Donc, une baisse de l'acuité visuelle est associée à une douleur rétro-oculaire et surtout à la mobilisation de l'œil. L'examen neurologique est peut-être normal. On peut lui signaler une baisse. On peut avoir une baisse, mais on peut ne rien trouver. Donc, le fond d'œil, on ne va pas trouver d'œdème, on ne va rien trouver. Avec le temps, on peut trouver une pâleur. Mais l'examen neurologique, quand le patient se présente la première fois avec cette névrite, généralement, il est normal en dehors de ce que le patient rapporte. On dit que le patient ne voit rien et le médecin non plus. Donc, l'examen est presque normal. Et la névrite optique, généralement dans la sclérose en plaques, oui. Madame, ça ne se corrige pas avec les lunettes? Non, ça ne se corrige pas avec les lunettes. Ça va s'améliorer tout seul, avec le temps. Normalement, dans les 6 mois, une névrite optique dans la sclérose en plaques qui ne s'améliore pas dans les 6 mois, il faut se douter, ce n'est pas une névrite optique. Normalement, dans les 6 mois, il y a une récupération. J'ai dit l'évolution favorable. Généralement, pour accélérer cette récupération, on donne un traitement, donc les corticoïdes, qui vont réduire cette poussée inflammatoire visuelle. Merci. Alors, les autres signes, on a les signes sensitifs. Les signes sensitifs, vous avez fait la sémiologie, la sensibilité? Oui, on l'a fait. D'accord. Donc, la symptomatologie sensitive, c'est les paresthésies. Madame, oui. Madame, pardon. Oui. Pourquoi ça ne touche qu'un seul œil?
Ah, c'est asymétrique. Ça peut toucher les deux yeux, mais ça reste asymétrique. Parce que c'est multifocal. Ça ne peut pas être une affection dégénérative. Elle peut toucher les deux yeux, mais ce n'est pas de la même façon. Imaginez une plaque de démyélinisation. Une plaque, le nerf optique, vous savez très bien que le nerf, c'est un prolongement du cerveau. Il y a une ligne aussi au niveau des nerfs. Et donc, il ne faut pas que ce soit vraiment symétrique. Je n'ai pas dit que ça ne touche qu'un seul œil. Ça peut toucher les deux yeux. Généralement, ça touche un œil. Ça peut toucher les deux yeux, mais de façon asymétrique. Parce que en fonction de la taille de la plaque, la démyélinisation, en fonction de sa taille, en fonction de ce gel, ce n'est pas possible que ça va être des deux côtés symétriques, une même plaque de même taille qui va donner la même symptomatologie avec la même intensité. D'accord, j'ai compris. Merci. D'accord. Voilà. Donc, sur le plan sensitif, on va avoir des paresthésies. Donc, les paresthésies, ça doit être des fourmillements, ça va être des engourdissements, ça peut être des picotements, ça peut être des brûlures. Donc, le patient va venir et va vous dire, voilà, je ne sens pas très bien ma main, ou bien au niveau de la face, j'ai un engourdissement d'un hémiphase. Mais ça doit suivre généralement un trajet. Au niveau de la face, c'est le long du trajet du 5. Ça peut être au niveau du membre, l'engourdissement de tout le membre. Il y a un signe qui est quand même évocateur que le patient rapporte, c'est le signe de l'hermite. Le signe de l'hermite n'est pas égal à la sclérose en plaques, mais vous savez ce que c'est qu'un signe de l'hermite? Allô? Non. Oui, oui. Okay. Le signe de l'hermite, c'est quand le patient spontanément fait une flexion de la tête, il va sentir une décharge électrique au niveau des membres et le long de la colonne vertébrale. Donc, une décharge un petit peu électrique. Des fois, c'est spontanément. Il vient et vous dit, dès que je bouge la tête, je sens vraiment une décharge le long de la colonne. Ça signe une lésion, quelle que soit la nature de la lésion, mais il signe une lésion au niveau cervical, au niveau du rachis cervical. Mais c'est une toute petite lésion de démyélinisation peut entraîner une atteinte, peut entraîner une symptomatologie. Et il est quand même assez fréquent au niveau dans la sclérose en plaques. Mais ça peut être une autre étiologie. Donc, on sait quand même qu'il a une plaque de démyélinisation ou une plaque au niveau cervical, sans plus. Il peut rapporter aussi des douleurs névralgiques au cours de l'évolution. Donc, on peut avoir une névralgie du 5 qui peut être inaugurale des fois. Et quand on fait l'examen, on fait une IRM, on va trouver des signes évoquant une sclérose en plaques. L'examen neurologique, dans ça, c'est la symptomatologie. L'examen neurologique, on va trouver de la sensibilité, surtout la sensibilité profonde. Pourquoi? Parce que les cordons postérieurs sont plus très bien myélinisés. Donc, c'est des fibres de gros calibre, bien myélinisées. Et quand la myéline est atteinte, donc on va avoir surtout la symptomatologie plutôt coordonnale que les autres signes, mais tous les signes peuvent se voir. Donc, on va trouver une apelesthésie, on va avoir une ataxie, un signe de Romberg, tout ce que vous voulez, qui est en rapport avec une atteinte de la sensibilité. Alors, l'autre signe, c'est le trouble de l'équilibre. Le trouble de l'équilibre, on peut avoir un mode... Oui. C'est quoi la palesthésie? Donc, vous n'avez pas fait le TD sur la palesthésie? Sur le trouble de la sensibilité? Si, on a fait la palesthésie. C'est quand on sent pas le sens vibratoire du diapason, non? Oui, c'est ça. Normalement, j'ai fait aussi à l'examen neurologique. Je ne sais pas si vous étiez avec moi. Oui, on a fait ça en TD. Non, je vous ai montré le diapason. On a fait ça même en premier TD, même lors du premier TD. Ah, il faut se rappeler, non? Oui. Très bien. Bon, ma connexion, d'accord. Ça va. Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Donc, on va parler du trouble de l'équilibre. C'est bon pour la palesthésie, hein? Les troubles de l'équilibre. Donc, on va avoir soit des troubles. Le patient, il a un trouble de l'équilibre, donc il ne retient pas son équilibre. Il dévie, et qu'il soit statique ou cinétique. Donc, cinétique, généralement, on le met en évidence à l'examen. Mais la plupart du temps, c'est surtout les troubles de l'équilibre à la marche. C'est ça qui va gêner plus le patient. Il vous dit que je n'arrive pas à marcher correctement le long. Quand je fais mon trajet, je sens que je dévie d'un côté ou de l'autre côté. Et des fois, les gens pensent que j'ai trop bu. Donc, on le prend pour un ivrogne. Et là, il se cache aussi parfois les patients à cause des troubles de l'équilibre avant de comprendre ce qu'ils ont.
Et puis, à l'examen, on va voir s'il y a cette ataxie à la marche. Donc, non, normalement, je vous ai fait l'examen neurologique. Donc, on va voir s'il y a un trouble de la marche, trouble de l'équilibre à la marche. Et à l'examen, donc, on fait l'épreuve talon-genou, au membre inférieur, on fait les mouvements alternatifs, on fait l'épreuve doigt-nez, et ça nous permet de mettre en évidence s'il y a un syndrome cérébelleux qui soit aux 4 membres, aux membres inférieurs, symétrique ou asymétrique. Après les atteintes du tronc, donc vous voyez que la sclérose en plaques peut tout donner. Donc, c'est toujours en fonction du siège de la plaque. Et des fois, c'est des plaques qui existent, mais qui ne vont pas se montrer cliniquement. Donc, on peut trouver des plaques infracliniques. Alors, sur le plan du tronc, la première des choses, c'est surtout les troubles de l'oculomotricité. On peut avoir une diplopie, le patient va avoir double, il faut qu'elle soit une diplopie, surtout la plupart du temps, elle est horizontale. Elle survient parfois associée même, les troubles de diplopie, associés à une névrite optique. Donc, on peut avoir une atteinte des muscles de l'oculomotricité, donc on va avoir une atteinte du 6 ou du 3. Et ce qui est un petit peu caractéristique aussi du sclérose en plaques, mais ce n'est pas pathognomonique, mais que ça reste quand même très caractéristique, l'ophtalmoplégie internucléaire chez un sujet jeune, donc qui reste très évocatrice. Pourquoi elle? Donc, vous savez très bien que le noyau du 3 est lié au noyau du 6 par le faisceau longitudinal médian. Ça, il faut connaître l'anatomie pour comprendre. Et quand on fait un mouvement de latéralité des globes oculaires, on a, quand on bouge le globe oculaire à droite, donc on va mettre en évidence un droit externe, et en même temps, le droit interne de l'autre côté va être tiré. Donc là, il y a une interconnexion entre les deux noyaux du 6 et du 3. Et bon, cette interconnexion s'appelle donc le faisceau longitudinal médian. Et quand il y a une plaque au niveau de ce faisceau, qui est tellement fin, et on va avoir ce trouble de l'oculomotricité. Elle va se manifester, donc quand on demande au patient de regarder latéralement, donc l'œil qui est en abduction, ça veut dire le 6, on ne va pas dire il y a une atteinte du 6, il y a une atteinte du 3, mais quand on regarde latéralement, vous allez voir du côté du 6, donc on va voir l'œil sera animé d'un nystagmus et que l'œil contralatéral ne peut pas faire l'abduction. Donc, on a l'impression qu'on a un 6 d'un côté et un 3 de l'autre côté, mais c'est surtout une atteinte du faisceau longitudinal médian. Alors, comment on va aussi mettre en évidence que ce n'est pas le 3 qui est atteint? Après, on fera une convergence. Quand on fait une convergence, on va voir que la convergence est possible. C'est pour ça que ce n'est pas une atteinte du 3 seul, et ce n'est pas une atteinte du 6 seul. C'est une atteinte du faisceau longitudinal médian. Et qui reste quand même très évocatrice d'une atteinte d'une sclérose en plaques. Le syndrome vestibulaire, donc on va avoir cette sensation. S'il vous plaît, je n'ai pas compris cette partie. Vous pouvez en prendre. Je reprends. Donc, il faudrait qu'on ait l'anatomie pour comprendre. Moi, je ne peux pas faire de schéma. Je n'ai pas de stylo, je ne peux pas écrire. Non, je vais me répéter. Alors, au niveau du tronc, alors le noyau du 3 et le noyau du 6. Il faut prendre une anatomie, vous allez voir. Vous revoyez après le cours, vous allez revoir, ça vous permet de comprendre. Donc, on a le noyau du 6 est lié au noyau du 3. Donc, le 6 droit, si vous voulez, est lié au 3 gauche et le 6 gauche est lié au 3 gauche, au 3 droit. Voilà. Et ces neurones qui relient ces deux interconnexions, qui relient ces deux noyaux, s'appellent le faisceau longitudinal médian. Il est au niveau du tronc. Et quand on fait des mouvements conjugués, mouvements de latéralité conjugués, quand on regarde à droite ou on regarde à gauche avec les deux yeux, on fait un mouvement, on a une abduction d'un côté. Donc, si je regarde moi à droite, donc essayez d'imaginer, j'essaie de regarder à droite. Donc, l'œil droit sera en abduction et l'œil gauche sera en adduction. Donc, on va mettre en évidence un 6 d'un côté normalement et de l'autre côté, on fait intervenir un 3. Quand il y a, parce qu'ils sont liés, le 6, comme si c'est le 6 attire le 3 dans le même sens. Ça va maintenant jusque-là? Oui. OK. Donc, il y a cette rupture. Quand il y a cette rupture, parce que quand il y a une plaque au niveau du faisceau longitudinal médian, donc les interconnexions entre les deux noyaux n'est pas correcte.
Et donc, on va avoir, quand on demande au patient de regarder latéralement, le côté, le 6, du côté du 6, on va avoir plutôt un nystagmus. Il n'y a pas une limitation, on peut avoir une petite limitation, mais on va avoir plus un nystagmus horizontal. Et le côté contralatéral, l'œil ne peut pas se faire en adduction. Donc, on a l'impression qu'on a un 3. Le reste médian, l'œil reste médian, donc il n'est pas tiré. Et c'est ça. Et quand on veut mettre en évidence le fait que ce n'est pas une atteinte du 3 réel, quand on va demander au patient de faire la convergence, on va voir que les deux yeux peuvent se mettre en dedans. Ça va? Donc, ça fait mettre en évidence, ce n'est pas une atteinte du 3 seul, une atteinte du 6 seul, c'est plus une atteinte du faisceau longitudinal médian. C'est une ophtalmoplégie internucléaire, c'est ça? Voilà. Merci. Il n'y a pas de schéma, je ne peux pas montrer un schéma, mais si vous allez sur Google, comme vous dites, et vous allez voir, vous mettez ophtalmoplégie internucléaire, peut-être vous trouverez. C'est surtout dans les cours des enseignants de Nantes, je crois. Il y a pas mal de vidéos qui vous montrent. Dr. Hasboun. Non, pas Dr. Hasboun, non, pas Dr. Hasboun. Je vous trouverai le lien et après je vous montrerai. Après. Pardon, madame. Oui. Pour l'ophtalmoplégie internucléaire, est-ce que c'est un signe que le médecin va rapporter ou que le malade va rapporter à l'interrogatoire? Non, pas à l'interrogatoire, c'est à l'examen neurologique qu'on met en évidence ça. C'est à l'examen. D'accord. Non, le patient, non, on ne va pas dire, on ne va pas trouver ça. D'accord, merci. OK? D'accord, donc on termine avec le syndrome vestibulaire. Donc le syndrome vestibulaire est plutôt d'origine centrale et non pas d'origine périphérique. Donc, vous mettez en évidence, comment on saurait, enfin je ne pose pas beaucoup de questions, je vais poser des questions, j'ai 2 personnes qui répondent, c'est pas grave. La différence entre le vertige central et le vertige périphérique. Le vertige central, c'est l'harmonisation avec l'examen clinique. l'harmonisation et le fait qu'il soit complet aussi. Oui, le périphérique est plus complet. Voilà, le périphérique, il est complet, Oui. il est harmonieux, donc tous les signes, les signes que le patient rapporte et l'examen qu'on trouve se font tous dans le même sens. Donc, si on est du côté droit, donc on va avoir tous les signes du côté droit, le nystagmus, la déviation des membres, le trouble de l'équilibre, tout se fait à droite, les vertiges, tout se fait à droite. C'est ce qu'on ne trouve pas dans le central. Voilà, dans le central, il n'est pas complet, donc on ne va pas trouver tous les signes. Un syndrome désharmonieux. Voilà, il est désharmonieux et en même temps incomplet. Voilà ce qu'on va voir généralement. C'est plus une sensation vertigineuse qu'un vrai vertige. Hein. C'est rare qu'on trouve un vrai vertige. Le vertige important, il est plus dans le périphérique. Oui. Voilà. Donc, l'atteinte, les autres nerfs crâniens, on peut avoir une atteinte du 5. Donc, on peut avoir des paresthésies, des névralgies dans le territoire du 5. On peut avoir une atteinte, une paralysie faciale périphérique, qui peut inaugurer quand même la pathologie dans 5% des cas. Alors, les derniers nerfs crâniens peuvent se voir généralement quand on a une plaque au niveau du tronc, donc au niveau bulbaire, là où il y a les noyaux des nerfs crâniens, là où il y a les derniers nerfs crâniens, mais généralement à la phase tardive où on peut avoir ces troubles. C'est rare où les nerfs crâniens, les troubles de la déglutition, de la phonation restent comme un mode d'entrée dans la maladie. Madame, oui. Dans les troubles auditifs, est-ce que ça peut partir jusqu'à une surdité? Normalement, non. C'est plus le vestibulaire qu'une surdité. Ça ne prend pas les... D'accord. Avant, on disait Merci. que plus... il n'y a pas d'atteinte des nerfs crâniens, il n'y a pas d'atteinte auditive dans la sclérose en plaques. Ça a toujours été dit. On a plus un trouble vestibulaire qu'une baisse de l'acuité auditive. Alors, les troubles génito-sphinctériens, donc on peut avoir, ils sont plus, les troubles génito-sphinctériens sont plus fréquents, à peu près 50% des cas avec l'évolution. Le patient va rapporter des troubles, soit surtout les mictions impérieuses. Ça reste une gêne fonctionnelle assez invalidante pour le patient.
Une incontinence existe, mais qui n'est pas rare. Avec le temps, il sera obligé d'utiliser des couches. On peut trouver une constipation, de même que des troubles successionnels qui peuvent se voir, soit une impuissance, soit une frigidité chez la femme. Alors, les troubles thymiques, c'est surtout une euphorie, une contradiction entre, quand il y a une atteinte frontale associée, c'est plus une contradiction entre la pathologie qui est quand même dépressive et qui est plutôt plus ou moins grave, on va dire, invalidante, et que le patient est euphorique, il est là. Donc, il y a une discordance entre la symptomatologie, on parle d'euphorie. Et parfois, par contre, le patient est conscient de ce qu'il a, et les dépressions, les tentatives de suicide peuvent se voir parce que le patient ne va pas accepter sa maladie. Les troubles cognitifs, avant on ne disait pas qu'il y a des troubles cognitifs, mais on s'est rendu compte avec les tests qu'on fait, surtout les psychologues maintenant qui travaillent avec nous, et dont on a tendance à faire pas mal de tests, pour apprécier l'évolutivité, parce que des fois l'invalidité motrice n'existe pas, mais plus les troubles cognitifs qui sont plus importants. Ça reste rare, mais ça existe. Et surtout, c'est une lenteur. C'est plus une lenteur dans le traitement de l'information. Cette lenteur se voit généralement quand on a des secrétaires ou des patients qui ont l'habitude de faire plusieurs tâches en même temps. Donc, quand même, plusieurs tâches, on va dire, plusieurs tâches en même temps. Et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire 2 ou 3 tâches rapidement. Ils sont obligés de terminer une tâche pour initier une autre tâche. Et ça, c'est à cause de cette lenteur du traitement de l'information. On peut avoir des troubles de l'attention aussi. Et des fois, il y a une difficulté du raisonnement. Avec l'évolution à long terme, c'est rare, mais on peut avoir un problème on ne va pas dire démence, mais quand même une détérioration des troubles cognitifs. La dernière symptomatologie, qui est la fatigue, et des fois une sclérose en plaques chez un patient, des fois on ne fait pas de diagnostic, ça reste plus une fatigue chronique, des fois, il n'a aucun signe, mais c'est des fatigues chroniques qu'on n'arrive pas à expliquer et qui n'est pas liée au déficit, mais une asthénie. Il vient, quand on l'examine, on trouve rien. On entend mal, madame. Il y a quoi? Il y a des interférences? Ah. Normalement, la connexion est bonne. Je reprends? Oui, on vous entend, madame. Vous entendez? On vous entend, madame. D'accord. Donc, c'est plus la fatigue qui peut se voir le long de la maladie sans que le patient a un vrai déficit. Et la physiopathe n'est pas bien expliquée. On va passer au diagnostic. Là, on a fait les symptômes qui se voient. Qu'est-ce qui se passe? La connexion aussi. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, on vous entend. Bon, j'arrive pas à changer de slide. Vous attendez pas? Oui. Donc, c'est le problème peut-être de connexion. Je vais peut-être repartager. Voilà. Voilà. Oh non, pas ça. Ah, si. Madame, oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre la partie de la fatigue. La fatigue. J'ai dit que la fatigue, elle est fréquente. Elle n'est pas rare, elle est fréquente, mais elle n'est pas en relation exactement avec le déficit. Ce n'est pas parce qu'il est déficitaire qu'il est fatigué. C'est une sensation d'asthénie qui est permanente. Il n'arrive pas à être dynamique comme un sujet normal. Ce n'est pas tous les patients qui ont ça, mais il y a certains patients qui ont une fatigue chronique. Donc, ils sont tout le temps fatigués. Ils vous disent que je n'arrive pas à faire mes tâches correctement, comme j'ai l'habitude de faire. Et quand on examine, on ne va pas trouver des déficits. Il n'est pas déficitaire. Ce n'est pas en rapport avec l'atteinte motrice. Mais c'est une asthénie quand même chronique
et qui existe et qu'on ne sait pas quand même expliquer sa physiopathie, pour quelle raison, mais ça a été noté pas mal de fois chez certains patients. OK? D'accord, merci. Alors, les examens complémentaires. L'examen complémentaire, actuellement, depuis qu'on a l'IRM, c'est elle qui pose le diagnostic. En plus de la clinique, donc il y a des symptômes, il y a une clinique, on doute du diagnostic, on fait une IRM et le diagnostic, on le pose. Alors, normalement, vous devez connaître ce que c'est qu'une IRM. Quels sont les signes qu'on va trouver à l'IRM. Donc, les plus importants, c'est le T1, le T2 et le TD flair. C'est des séquences radiologiques qu'on voit. Je vais vous montrer après les IRM, mais on en parlera au fur et à mesure. Les séquences radiologiques, on a le T1. Donc, pour le T1, on a la substance blanche est en blanc et la substance grise est en grise. Le T2, c'est le contraire. La substance blanche, on la voit en gris et la substance grise, on la voit en blanc. Dans le T2, le LCR, on le voit en blanc. Dans le T1, le LCR, on le voit en noir. Dans le T2 flair, c'est comme le T2. Donc, le T2, ce qui est blanc, on le voit en noir. Ce qui est noir, on le voit en blanc. Et le LCR est blanc dans le T2. Dans le T2 flair, il est noir. Voilà ce qui est comme séquence radiologique. Et donc, on va trouver des anomalies de la substance blanche. Donc, en T1, on va avoir des hyposignaux. En T2, en T2 et en flair, on va avoir des hypersignaux. Alors, leur répartition, donc le diagnostic se pose sur cette répartition. C'est le siège des lésions qui est très important. Non, leur répartition se fait, c'est ça qui va nous orienter à poser le diagnostic. Leur répartition, il y a des sièges où on doit les voir. C'est surtout en périventriculaire. Donc, on voit plus en périventriculaire, en juxtacortical, donc périventriculaire en rapport avec, autour des ventricules, en juxtacortical, en sous-tentoriel et en médulaire. Ça, c'est les sièges de prédilection des lésions. Alors, tenir compte aussi de la forme des lésions. Donc, c'est des lésions qui sont un petit peu arrondies ou ovalaires. La taille des lésions. Pourquoi on donne ce type de précision? Parce qu'il y a des hypersignaux qui existent, mais ce n'est pas pour autant qu'une sclérose en plaques. Un sujet qui a 80 ans, qui a des hypersignaux de la substance blanche, n'est pas une sclérose en plaques. Ça peut être une autre étiologie. C'est pour ça que tu as un groupe d'experts, surtout radiologues, qui essayent de préciser, à chaque fois, ils précisent le type de lésion, la taille de lésion, pour se rapprocher le plus du diagnostic, le plus facilement possible et le plus tôt possible pour pouvoir traiter les patients le plus tôt possible. Donc, l'aspect des lésions sont arrondis, la taille variable, elle va de quelques millimètres à centimètres, mais il faudrait qu'elle soit supérieure toujours à 3 mm. La taille des lésions, généralement, on tient compte toujours. Il peut y avoir d'autres lésions, mais il faudrait un nombre de lésions. On a besoin pour les critères diagnostiques, mais on va compter plus les lésions qui ont plus de 3 mm. En même temps, il faudrait que les lésions soient perpendiculaires à l'axe des ventricules. Là, je vais vous montrer des schémas, des images. Et... Madame, Oui. Madame, si on demande une VS et la CRP lors des poussées, on va les trouver normales ou élevées? C'est une maladie du système nerveux central ou c'est une maladie génétique périphérique? C'est une maladie périphérique. C'est justement, on va les trouver normales. Donc, ce n'est pas une maladie périphérique, ce n'est pas une vascularite. Malgré que le processus se fait au début à la périphérie. Pardon? Ça commence à... Parce que ça Là, commence... c'est une question spéciale, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas une question spéciale. Non, mais parce que le processus se fait au niveau des ganglions que se forme le clan des LT. Donc, malgré ça, il n'y a pas l'inflammation. On ne peut pas prouver l'inflammation. L'inflammation se fait au niveau du cerveau. Ce n'est pas une inflammation au niveau du sang périphérique. L'inflammation est au niveau cérébral. Madame, vu que c'est une maladie inflammatoire, normalement, on trouve la CRP, normalement, le syndrome inflammatoire est présent.
lors du Mais bilan. c'est un inflammatoire du système nerveux. Il faut faire la différence. C'est pas périphérie. Alors, on doit C'est faire pas une au niveau. ponction, on doit faire une ponction du LCR. Hmm. بس ما نلحقوش بكم تجريو. D'accord, مازال ما D'accord, لحقناش. merci. On arrivera. d'accord, D'accord. C'est pas Merci. encore terminé le cours. Quand Khalas vous poser les questions qu'il faut. d'accord, merci. Ok. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Donc, l'IRM reste vraiment l'examen de choix. J'ai un souci avec les slides. Hein. Patientez pas un moment. C'est pas pratique. Alors, si on prend ces images, vous voyez très bien, par rapport au ventricule, ils sont perpendiculaires à l'axe. Ça, c'est un... T1. Non, c'est un flair, j'ai mis. Non. Flair, pourquoi? La substance blanche, elle est en noir, vous voyez bien, par rapport à la substance grise qui est blanche. D'accord? Et puis, le LCR, ce qu'on a tout autour ici, il est en noir. Donc, c'est un flair. T2 flair. Pareil, ici, c'est un T2 flair. Vous voyez la substance blanche qui est en gris, plus noir, et la substance grise, elle est blanche. Vous voyez, là, c'est la substance grise, elle est blanche. Et le LCR est noir. Alors, on avait parlé des lésions. Donc, les lésions juxtaventriculaires, donc périventriculaires, il faudrait, la définition des lésions périventriculaires, c'est des lésions qui doivent toucher le ventricule. Vous voyez très bien qu'elles touchent les ventricules. Et la plupart des lésions dans la sclérose en plaques sont situées ici. On va les voir plus au niveau périventriculaire. Il peut exister d'autres lésions, mais c'est surtout, vous voyez très bien ici, ça touche les ventricules. Après, au niveau médulaire, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, donc il y a quand même une lésion médulaire. Donc on avait dit périventriculaire, j'ai d'autres schémas où on va montrer des lésions juxtacorticales et au niveau du tronc. Alors, l'injection, si on fait une injection, on va voir ces lésions vont prendre le gadolinium et ça nous permet de dire si c'est une maladie active ou non active en fonction de la prise ou non du gadolinium. Donc là, c'est un flair. On va voir après. Voilà, si vous prenez. Alors là, c'est un T1, c'est un T2. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut répondre? C'est écrit, madame. Oui, c'est écrit, même si c'est écrit. Ah oui, d'accord. Voilà T1, voilà T2. Bon, là, je vous montre là. Là, c'est un T1. C'est un T1 sagittal. Donc, vous voyez bien que la substance blanche, elle est blanche. C'est bon? Et la substance grise, on la voit à peu près en noir, donc elle est grise. Le LCR dans la substance blanche, il est noir. Et donc, ce qu'on voit, vous voyez que les lésions, ceux-là, elles sont perpendiculaires à l'axe des ventricules, ce qu'on appelle l'aspect en crête de coque. Quand c'est très important, donc on a cette perpendiculaire à l'axe, c'est la crête de coque, vous la voyez très bien. Et là, c'est la même IRM, hein, du même patient. Et vous voyez le LCR est noir, donc on est dans le T de flair. Et on voit plus de lésions. Vous voyez très bien des lésions. Donc, toutes les lésions qui sont en hypersignal T2 ne sont pas automatiquement visibles en T1. Ceci, c'est par rapport à l'âge des lésions. Les lésions sont plus ce qu'on a en T1. Oui. Oui. Ok, je me répète. Donc, j'ai dit les lésions qui sont en T2 flair, on peut les voir en hypersignal T2, ici, ne sont pas visibles. C'est par rapport à l'âge des lésions. Les lésions les plus anciennes, on peut avoir des hypersignaux T2 en isosignal T1. Donc, on ne les voit pas. Vous voyez bien qu'ici, on ne voit pas le même type de lésions. Ici, on les voit
Et là, ils ne sont pas ici. On les voit en T2 et on ne les voit pas en T1. Par contre, ce type de lésions, ceux-là, elles sont tellement anciennes qu'on les voit ici. Et quand on a cet aspect hyposignal qui se rapproche du signal du LCR, ce qu'on appelle les black holes, ça veut dire qu'il y a déjà une perte axonale, c'est presque une cavité. Donc là, on a une perte neuronale assez importante quand même. Enfin, la lésion, elle est très ancienne, au point de donner des trous noirs. On parle de trous noirs, ça signe l'ancienneté des lésions. Et des fois, les patients n'ont pas de symptomatologie, et quand ils viennent, ils vous disent, ça remonte à 2 semaines, j'ai une symptomatologie X, une baisse de l'acuité visuelle, donc des signes qui nous font penser à une sclérose en plaques. Quand on fait une IRM, on se rend compte, on peut trouver ce type de lésions, mais le patient n'a pas fait de poussée ou il a fait des poussées minimes, ils sont passés inaperçus. C'est pour ça qu'on parle dans la sclérose en plaques, il y a une discordance clinico-radiologique. On peut avoir une image catastrophique avec une symptomatologie clinique discrète et vice-versa. Donc, voilà le flair, ce qu'on voit, cet hypersignal. Et voilà la lésion juxtacorticale. La lésion juxtacorticale, c'est une lésion qui touche le cortex. Vous voyez, la circonvolution, donc elle touche le cortex. Là, il n'y a pas de lésion sous-temporelle, mais je crois que dans un autre, on a des lésions sous-temporelles. Donc, c'est toujours les mêmes clichés. Et voilà le T1 avec injection de Gado. Voilà. Donc, il y a des images, des lésions qui ne prennent pas le gadolinium. Il y a des lésions qui prennent le gadolinium un peu en unaire. Il y a des lésions qui prennent le gado complètement nodulaire. Vous voyez ici, vous voyez là. Donc, elles prennent quand même. Et ça, c'est un signe d'activité. Et la différence entre ces lésions et ces lésions, c'est des lésions, ça, c'est les lésions les plus récentes. Plus la lésion est récente, plus elle prend beaucoup de gado. Et au bout d'un mois, le gado, si on fait des IRM à chaque instant, on va voir que la lésion qui était prenait le gado complètement, en nodulaire, avec le temps, elle va le prendre en annulaire et après, elle ne prendra plus. Donc, l'âge de la lésion inflammatoire, généralement. Madame. Oui. Madame, c'est quoi le gado? Et j'arrive pas à faire la différence entre le T1 et T2. Le gado, c'est une substance, c'est l'iode qu'on injecte pour mettre en évidence l'activité au niveau quand on fait une IRM, on injecte un gadolinium. C'est une substance, c'est l'iode actif. C'est un contraste. Le contraste, voilà, pour mettre en évidence le contraste. Vous n'avez pas pu faire la différence entre les séquences T1 et T2. Voilà, ça c'est un T2. Un T2, vous voyez, le LCR est blanc, le T1, le LCR est noir. Le T2, la substance blanche qui est là, vous la voyez en gris, et la substance blanche, bon, la substance grise, elle est un peu blanche. C'est pas ce qui est en blanc, ça c'est le LCR. Donc le pourtour, elle est plus claire par rapport au fond. D'accord. Si on prend la différence, ça c'est un T1. Donc un T1, le LCR est noir, en différence avec le T2. La substance blanche est blanche dans le T1, elle est noire dans le T2. Et le contraire. OK? D'accord, madame, merci. C'est bon? Oui. Et pour mettre en évidence une activité, on injecte et on va voir les lésions qui sont actives ou les lésions qui sont anciennes. Là, c'est un T1 avec des trous noirs. Vous voyez, c'est l'ancienneté de la maladie. Donc, il y a beaucoup de lésions qui sont en périventriculaire, qui touchent la substance blanche périventriculaire. Donc, vous voyez toutes les lésions. Il faudrait qu'il y ait des lésions qui touchent le ventricule. Madame, là, c'est une... Oui. donc plus c'est rond, plus c'est ancien. Plus c'est noir, plus c'est ancien. D'accord. Si vous voyez là, elle se rapproche de la couleur du LCR, donc elle est ancienne. Plus elle se rapproche de la couleur du LCR, ça veut dire qu'elle est ancienne. C'est des lésions plus anciennes. OK? Et des fois, en T1, on peut ne pas voir, comme je vous ai montré la première IRM, voilà, il y a des lésions ici en T2 claires, mais on ne les voit pas bien ici. Vous voyez? Donc ça, c'est des lésions qui ne sont pas très anciennes.
comparativement à ceux et celle-là. Et la différence entre celle-là, que vous la voyez ici. Donc, vous voyez le signal, s'il est en plus en hyposignal, on parle d'isosignal, ça veut dire qu'on ne voit rien, c'est la même substance, c'est la même couleur que le parenchyme, ou bien en hyposignal, quand ça devient vraiment en se rapprochant du LCR. OK? OK. Donc, voilà les différentes aussi séquences. Donc, vous voyez ici, C1, T1, on voit des hyposignaux sont là, et surtout en périventriculaire. Vous voyez en T2 flair, c'est des hypersignaux qui confluent, parce que aussi, quand il y a plusieurs plaques, de petites plaques, après, ils vont confluer en impression qu'il y a des larges plaques, mais vous voyez toujours que c'est plus en pourtour du ventricule, même s'il y a des lésions périventriculaires, vous voyez péricorticales, juxtacorticales, mais les lésions sont plus en périventriculaire. Vous voyez la lésion, celle-là, elle est en sous-tentorielle, donc vous la voyez ici, donc au niveau du tronc, vous voyez quand même des lésions, une hypersignal du tronc, ça reste un flair ici, et l'injection de Gado, vous voyez la prise de contraste qui est différente, donc là, elle est en annulaire. Donc, la prise de contraste, elle peut être nodulaire, annulaire ou en demi-cercle. Donc, il y a différents en fonction de l'âge de la lésion. Voilà aussi d'autres IRM. Donc, vous voyez très bien que ça peut avoir différentes lésions. Je me répète. Donc, les trous noirs, c'est l'ancienneté des lésions. Les lésions qui restent en périventriculaire, c'est un T2 flair. Donc, en périventriculaire, vous voyez, les lésions sont plus en périventriculaire. C'est pour faire toujours le diagnostic avec d'autres pathologies du système nerveux central. Donc, vous voyez le T2, voilà un T2, voilà un T2 flair. T2, T2 flair, T1. Lésions périventriculaires, lésions qui prennent le contraste. Et il y a d'autres lésions qui ne prennent pas de contraste, donc des lésions de différentes tâches. Et là, c'est des lésions confluentes. Avec le temps, on va avoir de la confluence. Quand il y a une perte axonale, on va commencer à avoir une petite atrophie corticale. Avec Madame? Oui. Madame, dans l'image B1 et B2, pourquoi il y a une déviation de la ligne médiane? Est-ce que c'est par rapport à la sclérose en plaques? Non, il n'y a pas de déviation Ou il y a de la autre ligne chose? médiane. Non, il n'y a rien du tout. Ça, c'est une mauvaise coupe, tout simplement. C'est une coupe de scanner. C'est pas une déviation. Il est incliné. Le patient n'est pas bien en place. Donc, il y a une inclinaison. La déviation de la ligne médiane, c'est pas ça. D'accord? OK. Et après, on passera. Donc, on a vu les IRM. Ça reste le diagnostic le plus important. Plus l'IRM qui va nous aider à poser le diagnostic. Après, l'élément secondaire, quand on n'a pas une IRM, on a le LCR. Le LCR, quel est le rôle? Il nous permet de mettre en évidence la réaction inflammatoire du système nerveux central. Et en même temps, il va nous permettre d'éliminer tout ce qui est un autre processus infectieux. Ce n'est pas infectieux, c'est plutôt inflammatoire. Alors, avec une protéinorachie qui est généralement normale, ou même si elle est perturbée, normalement, elle ne doit pas être supérieure à 1 gramme, ce qui le différencie des processus infectieux X, et des éléments lymphocytaires, ou les éléments qui soient lymphocytaires ou autres, ou polynucléaires, généralement aussi. Normalement, il n'y a rien, mais quand on a des éléments, il faudrait que ce soit inférieur à 50, et c'est toujours, ça nous permet d'éliminer un processus infectieux, et non pas un processus inflammatoire. Généralement, c'est des lymphocytes qu'on peut trouver. Alors, on va faire une immunoélectrophorèse des protéines du LCR, et ça nous permet de faire une bande oligoclonale des IgG, c'est à cause des anticorps qui sont sécrétés par le lymphocyte B, et c'est ça qui nous permet, ça reste une sécrétion intratécale, ce n'est pas des anticorps qui sont passés du sang au niveau du cerveau. C'est une synthèse intratécale, vous avez vu les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps contre la myéline, et c'est pour ça qu'on a cette synthèse, on va dire, une bande oligoclonale d'origine au niveau du système nerveux central. L'APL peut être normale, s'il n'y a rien, on peut avoir une PL normale, ça ne nous élimine pas le diagnostic.
mais elle va se perturber si on refait plusieurs PL. Ça reste un examen quand même invasif. On ne va pas le faire plusieurs fois, mais on a une IRM. Si l'IRM est parlante, on se contente de notre IRM. Les potentiels évoqués cérébraux, c'est un examen qu'on fait. On stimule, on a une stimulation lumineuse par rapport aux yeux. On fait une stimulation sensitive, donc douloureuse par rapport à la sensibilité. Et on peut faire une stimulation auditive, donc par rapport au son. Et on met des électrodes qui nous permettent de recueillir des signaux. Et vous savez que le potentiel d'unité de conduction, c'est un potentiel électrique. Ça nous permet de mesurer ce potentiel et surtout le temps d'arrivée du potentiel. Vous savez très bien que la myéline intervient dans la conduction nerveuse. Donc, la conduction nerveuse a une conduction saltatoire, donc ça passe très vite. Et donc, quand il y a une destruction de la myéline, la vitesse de conduction sera diminuée. Et donc, les potentiels, surtout, on a un potentiel qu'on mesure généralement, on parle de la P100, donc positif, l'onde qui vient à la centième milliseconde, elle sera allongée quand il y a une atteinte des voies visuelles, au lieu qu'elle arrivera à la minute ou la seconde, à la centième milliseconde, elle sera un petit peu allongée, elle sera à 114 ou 115 ou autre. Et bien sûr, elle sera asymétrique par rapport à un œil et l'autre œil. Voilà les examens complémentaires. Intratécale, ça veut dire que les lymphocytes B ne rentrent pas dans la circulation systémique, c'est ça? Non, c'est la synthèse d'anticorps, c'est les anticorps. C'est une bande oligoclone, c'est des IgG, ce n'est pas des lymphocytes. C'est pas les lymphocytes, c'est au niveau du LCR qu'on va les trouver. Et ce n'est pas les mêmes IgG qu'on va trouver au niveau du LCR qu'on va trouver au niveau du sang. Et on trouvera pour rapport au diagnostic différentiel. C'est des IgG qui sont synthétisés au niveau cérébral. C'est pour ça qu'on va les trouver au niveau du LCR et qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un peu plus compliqué pour vous, mais retenez quand même que ce soit des bandes oligoclonales d'IgG qui sont plutôt sécrétées au niveau cérébral. OK? D'accord, merci. Alors, les autres examens, donc ceux qui ont parlé de CRP, de VS, le bilan sanguin, normalement, il est normal parce qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire périphérique. Il y a plus un syndrome inflammatoire cérébral. Donc, ce n'est pas au niveau du sang périphérique. Le syndrome inflammatoire dans le sang périphérique, on peut le trouver, donc VS accéléré, quand on parle de vascularité, d'autres pathologies qui sont voisines de la sclérose en plaques, mais ça reste un diagnostic différentiel. Mais sinon, l'ABS, la CRP, tout sera normal au niveau du système sanguin périphérique. Alors, le diagnostic positif. Voilà, c'est des examens qu'on a fait, mais il faudrait quand même poser le diagnostic. Sur quels critères on va poser le diagnostic? Le diagnostic de la sclérose en plaques, c'est reste un diagnostic d'élimination. Donc, on ne pose pas le diagnostic d'emblée, bien qu'on a une IRM. Il y a des éléments qui vont nous orienter à poser. Ça reste toujours éliminer les autres diagnostics avant d'arriver, avant de poser le diagnostic positif. Donc, il n'y a pas de signe. On ne peut pas mettre la démyélisation en évidence. C'est à la biopsie normalement nerveuse, la biopsie cérébrale pour mettre en évidence la démyélisation. Donc, on va mettre en évidence sur des arguments cliniques et des arguments radiologiques, on posera le diagnostic. Donc, en absence de signes cliniques ou biologiques qui sont pathognomoniques, qui vont nous dire, voilà, c'est une sclérose en plaques, il reste un diagnostic d'élimination et on va regrouper des signes pour dire qu'on est devant une maladie inflammatoire du système nerveux central et plus précisément, on est devant une sclérose en plaques. Donc, il va reposer sur quels critères? Donc, on a l'âge de début, donc quand on est un sujet jeune, donc entre 20 et 40 ans, avec une moyenne de 30 ans, quand on est devant un sexe féminin, quand on n'a pas de syndrome inflammatoire, donc on se répète toujours, il n'y a pas de VS accéléré, de CRP accéléré, donc il n'y a pas de système d'atteinte inflammatoire systémique, et qu'on a cette dissémination des lésions dans le temps, et il y a une dissémination dans l'espace des lésions.
Ça veut dire que le patient va évoluer par poussée. Donc, on a des lésions. Donc, avec le temps, il va faire des poussées. Il va avoir des rémissions. Et on a plusieurs plaques dans le système nerveux qui va nous dire une dissémination dans l'espace. Et bien sûr, quand on fait le LCR, ça va nous permettre de mettre en évidence cette bande oligoclonale qui est témoin d'une inflammation du système nerveux central. Alors, les critères du diagnostic, on a les critères de McDonald qui nous permettent de poser le diagnostic plus facilement. Il y avait plusieurs critères avant, depuis la découverte de la maladie, depuis le siècle d'avant. Mais ces dernières années, on est en train de chaque fois, les experts radiologues essayent de faire plus de précision sur le diagnostic et revisite ces critères. Donc, on était aux critères 2001, c'est toujours les critères de McDonald, 2005, 2010, 2017. Là, normalement, je vous ai donné seulement les critères de 2017. C'est un diagnostic d'élimination. Ça veut dire qu'on élimine les autres causes. On élimine, est-ce que c'est pas un B7? Est-ce que c'est pas une infection? Donc, le dernier, c'est la sclérose en plaques, c'est ça. Voilà. Donc, le dernier, on élimine tout ce qui n'est pas. Il ne faut pas d'emblée dire que c'est une sclérose en plaques. S'il y a un doute sur les critères, s'il y a un doute sur la radiologie, il faut penser à autre chose. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, les critères de McDonald 2017, il y a des représentations cliniques. Il ne faut pas apprendre par cœur quand même ça, c'est seulement pour mettre en évidence. Donc, à partir de ce que tu m'as dit qui évolue par poussée et rémission, donc sur le plan clinique, si on a plus de poussées dans différentes lésions, parfois on n'a même pas besoin d'une preuve infraclinique pour poser le diagnostic. Supposons qu'on est devant une patiente d'un âge de 30 ans, elle a fait une névrite optique rétrobulbaire il y a 3 mois ou 4 mois ou une année, qui a régressé, donc elle a touché le nerf optique, la première poussée, et après, 3 ou 4 mois ou 6 mois après, elle va faire une faiblesse des membres inférieurs. Donc on est déjà devant 2 poussées, donc on a cette dissémination dans le temps, première poussée et deuxième poussée. Et on va voir une dissémination dans l'espace. Ça veut dire qu'elle a touché, la première plaque a touché les nerfs optiques, la deuxième plaque a touché la moelle dorsale. Donc, on a 2 différents. Sur ça, on peut poser le diagnostic. On peut dire que c'est possible que ce soit une HEP. Ça, c'est des critères cliniques. Par contre, il y a d'autres critères. Après, si on n'a pas ça, on a que le patient fait seulement 2 poussées. Il va faire, la première poussée, il va faire une névrite optique. La deuxième poussée, il va faire une névrite optique. Donc, on a une dissémination dans le temps, ça veut dire qu'il a fait 2 poussées, mais on n'a pas de dissémination dans l'espace, ça veut dire que c'est la même lésion. On a toujours la même névrite optique. Pour là, on a besoin d'une IRM pour mettre en évidence la dissémination dans l'espace. La dissémination dans l'espace, c'est les critères que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le type de lésion, le siège des lésions, le nombre de lésions. Ça nous permet de voir cette dissémination dans l'espace. Maintenant, le patient va faire une seule poussée clinique, mais c'est une poussée qui remonte, qui fait qu'il fait une atteinte du nerf optique et en même temps, il va faire une faiblesse des membres inférieurs, la première poussée. Donc, ça reste quand même une poussée. On a cette dissémination dans l'espace, mais on n'a pas de dissémination dans le temps. Donc, on aurait besoin d'une IRM, première IRM, et on va voir dans le deuxième IRM la dissémination dans le temps, comme je vous ai montré l'IRM. Et si on voit des lésions anciennes et des lésions nouvelles, ça nous dit que ça veut dire qu'il aurait fait des poussées qui sont passées inaperçues. Donc, il y a des anciennes lésions et des nouvelles lésions. Ça peut nous dire que c'est une dissémination dans le temps. Ou encore, on peut faire le LCR et si on trouvera une bande oligoclonale, ça nous permet de parler d'une dissémination dans le temps. Donc là, c'est un peu un petit peu pour nous, pour poser le diagnostic plus facilement. Mais ce que vous devez reconnaître, c'est que vraiment, il faudrait qu'il y ait la plus grande forme, plus de formes de sclérose en plaques, c'est une évolution par poussée-rémission. Il faudrait qu'il y ait cette dissémination aussi spatiale, donc plusieurs manifestations cliniques, et en même temps, cette évolution dans le temps. Donc, poussée-rémission et évolution dans le temps. Multifocale, une lésion multifocale. Voilà les critères de McDonald.
sur le plan radiologique. Donc, on a une dissémination dans l'espace, lésions péricorticales ou corticales. On a des lésions périventriculaires. On a des lésions sous-tentorielles et des lésions médulaires. Donc, si on a des 4 critères, on parle d'une dissémination spatiale. La dissémination dans le temps, c'est la présence de GADO sur une seule IRM, présence de GADO et non des lésions qui ne prennent pas de GADO, ou bien si on refait une autre IRM, on voit une augmentation de la charge lésionnaire. Alors, les formes cliniques. Donc, on avait parlé de la forme RR, dans la forme rémitante récurrente, c'est la plus fréquente des formes. Elle va évoluer par poussée. Et puis, soit cette poussée, le patient va avoir un handicap, donc il va récupérer complètement. S'il y a une bonne immunisation au début, il va récupérer. Ou bien, si c'est une forme assez sévère, il va récupérer de moitié. Donc, il va garder des séquelles. Donc, comment on reconnaît une poussée, ou bien comment on va définir une poussée? Une poussée est définie par l'apparition ou la réapparition ou l'aggravation en absence d'hyperthermie, parce que l'hyperthermie peut déclencher une fausse poussée, d'une symptomatologie ou de signes neurologiques qui vont durer au moins 24 heures. Donc, le patient qui va vous dire « Ah, j'ai une faiblesse du membre supérieur ou des membres inférieurs », vous dites « Ça a duré combien de temps ?» Il vous dit « Non, c'est 2 minutes, 3 minutes. » Ce n'est pas une poussée, on ne va pas considérer ces poussées. Pourquoi? Il y a une définition du poussée parce qu'on doit traiter la poussée. On ne va pas la laisser. Plus la poussée reste, plus il va y avoir une perte axonale après, puis il va y avoir un handicap. Donc, plus on essaie de réduire le temps de la poussée pour qu'il y ait une récupération rapide. Et l'intervalle entre une poussée et une autre poussée, pour parler d'une deuxième poussée, ce n'est pas la même poussée, il faudrait qu'il y ait au moins 30 jours entre une poussée 1, P1, et une autre poussée P2 pour dire que c'est 2 poussées différentes. S'il fait une baisse de l'acuité visuelle et commence un traitement, et au bout de 2-3 jours, il va avoir une faiblesse des membres inférieurs, on ne va pas dire que c'est 2 poussées différentes. C'est la même poussée, sauf qu'il y a une atteinte de l'acuité visuelle et après, il va y avoir une atteinte des membres inférieurs. Donc, il y a, dans les 2-3 jours, il y a d'autres signes. Donc, ça reste toujours la même poussée. Voilà. Donc, attendez. Madame, Oui. Madame, si le patient rapporte la faiblesse musculaire, on doit l'objectiver à l'examen clinique. Ben oui. Eh bien, c'est juste assez. Oh, d'accord. Ben oui, il faut examiner pour dire est-ce qu'il va, s'il va dire on ne va pas considérer tout ça que c'est une faiblesse. Pourquoi j'ai ce souci? Merci. Okay. J'ai toujours ce problème avec les slides. Madame, dans l'IRM, on choisit les séquences ou à chaque fois on fait les 3 séquences, T1, T2 et... Automatiquement, le radiologue, il va faire les 3. On lui demande une IRM, il va faire automatiquement les 3. D'accord, merci. Donc, on a les formes RR, la forme secondairement progressive, la forme primaire progressive et la forme progressive avec poussée. Je vais vous montrer directement les schémas et ça va nous permettre de gagner du temps. Donc, la forme la plus fréquente, c'est cette forme, la forme RR. Donc, il va faire une poussée, il va s'améliorer, il n'a pas de séquelles, il va faire une autre poussée. Il va faire une autre poussée. Et avec le temps, s'il fait beaucoup de poussées, avec le temps, quand ça évolue, il va faire des poussées, mais il va garder un peu de séquelles. C'est en fonction du temps. Et cette forme-là, au bout de 10-15 ans, on va un peu évoluer vers une forme qu'on appelle secondairement progressive. Donc, le patient était en forme RR, donc rémitante récurrente, il va passer en forme secondairement progressive. Donc, il va avoir un handicap progressif et en même temps, il va faire de temps en temps quelques poussées. Donc, cette forme secondairement progressive, c'est l'évolution, généralement, on va dire, naturelle de la poussée RR. Il y a les formes primaires progressives, les formes donc le patient va s'aggraver trop lentement, on n'a pas l'impression qu'il fait une poussée, il va s'aggraver progressivement
Donc, il va faire un handicap progressif. Il va y avoir une phase de stabilisation. Il va continuer à s'aggraver. Avec le temps, il s'aggravera progressivement. Il y a l'autre forme, les formes primaires avec poussée. Donc, sur un fond de progression, le patient peut faire des poussées. Pourquoi différencier ces différents types d'évolutivité pour le traitement? C'est toujours par rapport au traitement. Là, on peut traiter. Là, il n'y a pas de traitement spécifique pour le moment. Là, il y a un traitement qui peut agir sur tous les poussées. Donc, là où il y a de l'inflammation, on peut traiter, mais il y a la dégénérescence. Ce n'est pas évident qu'on peut donner un traitement. Donc, on avait dit que c'est un diagnostic d'élimination, ce qu'il faut éliminer les autres causes. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les étiologies, les autres diagnostics différentiels. L'idéal, c'est en fonction de la symptomatologie et en fonction de la présentation clinique qu'il faudrait penser à certains diagnostics différentiels. Donc, si on a une symptomatologie qui évolue par poussée-rémission, donc on en parlait tout à l'heure des maladies systémiques, donc qui peuvent toucher au bien le système sanguin périphérique et en même temps le cerveau, entre le lupus ou la périarthrite noueuse. La maladie de Bessel, ça reste une maladie assez proche de la sclérose en plaques. Elle peut donner des signes d'atteinte centrale, mais les lésions ne sont pas les mêmes. Donc, les lésions ne sont pas surtout périventriculaires comme la sclérose en plaques. Il y a plus des lésions au niveau du tronc qu'ailleurs. On va trouver des signes cliniques, donc lactose bipolaire, les troubles sensitifs, les troubles rhumatologiques, on va dire. Il peut y avoir d'autres systèmes atteints. Mais parfois, la symptomatologie neurologique va inaugurer la maladie. Donc, il faudrait vraiment faire le diagnostic différencié, surtout que c'est une maladie méditerranéenne. Alors, la sarcoïdose aussi, c'est une pathologie inflammatoire du système nerveux central. En même temps, elle peut toucher les poumons. Donc, elle peut commencer par une atteinte du système nerveux. Donc, on n'a pas les autres signes systémiques. Et des fois, il faut les rechercher pour poser le diagnostic, tout en sachant que la sclérose en plaques ne touche que le système nerveux central. L'encéphalomyélite aiguë disséminée, donc c'est une symptomatologie aussi, c'est une encéphalite aiguë, donc ce qu'on appelle aiguë, et on va avoir des lésions un petit peu diffuses, on peut avoir des troubles de la conscience. Parfois, il y a un syndrome infectieux qui précède la symptomatologie. Des lésions peuvent être plus larges que dans la sclérose en plaques, mais des fois, les lésions à l'IRM sont petites. Par contre, il y a une prise de contraste, que presque toutes les lésions prennent le contraste, c'est-à-dire que c'est une pathologie assez plus ou moins agressive sur le champ. Et il y a une inflammation assez importante et ça s'améliore généralement. Ça touche aussi plus l'enfant que l'adulte et ça peut évoluer vers une sclérose en plaques ultérieurement. Le syndrome de Devic, maintenant on parle plus de syndrome de Devic, on dit le syndrome NMO, donc la maladie, la normite aiguë de Vic. Donc, il y a des syndromes qui se rapprochent aussi de la sclérose en plaques, mais il y a d'autres anticorps qu'il faut rechercher. C'est une maladie aussi auto-immune qui est aussi grave et qui touche en même temps la moelle. Donc, on a une atteinte visuelle. C'est pour ça que je disais que l'atteinte visuelle est asymétrique généralement dans la sclérose en plaques. Dans la maladie de Vic, c'est une atteinte visuelle sévère et avec une atteinte médulaire aussi sévère. Les autres atteintes, donc artérites, il faut faire comme ça. Ces pathologies évoluent par poussée-rémission et en fonction des signes cliniques, en fonction des images radiologiques, en fonction des résultats du LCR, en fonction des examens complémentaires, on essaye de s'orienter. Soit on se rapproche de la sclérose en plaques, soit on est plus loin de la sclérose en plaques et on penche par les autres. Quand il y a une atypie sur les images radiologiques, quand il y a une atypie sur le LCR, il faut vraiment chercher une autre pathologie avant de dire que c'est une sclérose en plaques. Les atteintes systématisées, ça donne des formes progressives qui peuvent mimer une sclérose en plaques. On peut avoir cette dégénérescence spinocérébelleuse. La sclérose combinée de la moelle, donc par carence en vitamine B12, on en a parlé dans le syndrome pyramidal. Les myopathies chroniques, donc ça peut myélopathie, c'est la atteinte médulaire chronique secondaire aux certains virus et certaines maladies métaboliques qui peuvent mimer une sclérose en plaques. Donc, dans les formes aussi localisées, quand tu as une atteinte monosymptomatique, il faut penser aussi aux tumeurs, aux certaines malformations
et de la charnière, qui peuvent mimer aussi une sclérose en plaques. Alors, le traitement, on a 3 types de traitements. On a le traitement de la poussée et on a le traitement de fond et on a le traitement symptomatique. Donc, il y a 3 différents volets de traitement. Là, c'est pour vous montrer seulement l'évolutivité des traitements. Avant, on n'avait pas beaucoup et ces dernières années, vous voyez, dernière année, il y a pas mal de traitements de fond surtout qui apparaissent. La plupart des traitements interviennent sur l'inflammation, donc ils bloquent l'inflammation. Ils n'agissent pas sur l'étiologie de la maladie, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à stopper la maladie, c'est plutôt freiner l'inflammation. Et l'idéal, c'est d'arriver à développer des traitements qui interviennent dans la remyelisation. Ça reste en cours d'étude et on n'a pas encore de traitement qui améliore la myélisation. Donc, le traitement des poussées, donc quand un patient fait un poussé, donc il est hospitalisé. En France, on n'hospitalise pas tous les patients poussés, mais chez nous, il doit être hospitalisé pour donner une cure de corticoïdes. Donc, le salmeterol, à peu près 1 gramme, ou bien parfois, quand le poussé est sévère, on peut aller jusqu'à 2 grammes, donc on parle de mégabolus, de 3 à 4 jours. Alors, il faut surveiller surtout la fréquence cardiaque, il faut faire un ionogramme, c'est une corticothérapie, et tolérance, bien sûr, voir s'il y a une tolérance digestive et psychique. Et bien sûr, traiter toute infection urinaire pour éviter qu'il y ait une infection urinaire. Le traitement de fond. Donc, le traitement qui est un petit peu maintenant, qui n'existait pas chez nous il y a quand même plus d'une dizaine d'années. Donc, le premier traitement de fond est introduit chez nous en 2008. C'est les interférences, c'est les puces qui interviennent. Donc, c'est des immunomodulateurs, ce n'est pas des immunosuppresseurs, et qui interviennent surtout, chacun a son rôle, mais généralement, ils bloquent le processus inflammatoire au niveau du système nerveux central. Donc, on a les interférents, on a le bêta-interférent Neurobif et l'Avonex. Voilà ce qui est disponible chez nous. Le bêta-interférent se fait une injection 1 jour sur 2, c'est en sous-cutané. Neurobif, c'est une injection 3 fois par semaine. Donc, on fait un jour oui, un jour non, et le week-end, non, du tout. L'Avonex, c'est en intramusculaire et se fait 1 fois par semaine. Alors, Plegridy, c'est un cousin, on va dire, de l'Avonex, mais qui doit se faire en sous-cutané tous les 15 jours. Il est récemment disponible, mais pas en Algérie pour le moment, depuis le temps. Alors, les effets secondaires du traitement, c'est surtout le syndrome pseudo-grippaux. Donc, les patients, vraiment, ils ont un syndrome grippal et ils sont fatigués, ils sont quand même des courbatures, beaucoup de courbatures. Généralement, le syndrome pseudo-grippal régresse au bout de certaines injections et en même temps, les injections, on ne fait pas la dose totale d'emblée. Donc, on fait par titration. On commence par 10% de l'injection la première semaine, la deuxième semaine, on va passer à 50%, et à partir de la troisième ou bien à la fin du mois pour arriver à la dose totale du traitement. Alors, les autres effets secondaires, donc on a l'hépatite, la leucopénie, c'est pour ça qu'il faut faire toujours un contrôle une fois qu'on commence le traitement, on contrôle le bilan hépatique à chaque fois. S'il y a une perturbation assez importante du bilan hépatique, s'il y a une destruction hépatique, donc une cytolyse, on est obligé d'arrêter le traitement. La leucopénie, pareil, donc si la FNS est une anémie sévère, on est obligé d'arrêter le traitement et de reprendre progressivement, ou bien avant d'arriver on supplémente avant d'avoir si on a une anémie un petit peu légère. Le syndrome dépressif, s'il est assez sévère, assez important, s'il y a cette sensation de tentative de suicide, il faut arrêter le traitement parce qu'il est possible que le patient a une idée suicidaire, donc on arrête le traitement en cas de syndrome dépressif. Et ça ne sert à rien de changer, c'est des interférences, ça ne sert à rien. Si le patient fait un problème avec un interférent X, ça ne sert à rien de changer, sauf s'il y a des effets secondaires au point d'injection que le patient ne supporte pas, ou bien parce que c'est 3 injections, il veut passer à une seule injection, qu'on peut changer entre un interférent et un autre, parce que l'efficacité est la même pour les 3 interférents. Le deuxième immunomodulateur qui est le Copaxone. Copaxone n'est pas disponible en Algérie. On devait le produire il y a quand même 2 ans, un générique en Algérie, mais ça n'a pas encore été fait. Alors,
la molécule mère est d'origine israélienne, donc elle ne rentre pas en Algérie. Donc, on n'aura pas de traitement en France ou des pays européens. Quand il y a un problème avec un interférent, on peut changer avec le copaxone, ce qui n'est pas le cas pour nous. Ça, c'est les modes d'action des immunomodulateurs, donc à peu près. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on a comme traitement de forme injectable. Et depuis un bon moment, on a quand même ça arrive, ça passe sur le marché, des traitements de fond qui sont par voie orale, donc qui ont la même indication, ces traitements de première intention, qui ont la même indication donc dans la forme rémitante récurrente. On a le diméthylfumarate, ce qu'on appelle le Tecfidera, qui sera peut-être produit en Algérie sous forme de scléra, et non pas le Tecfidera, c'est un générique en Algérie. Et il était prévu qu'il soit disponible en Algérie cette année, mais vu le Covid, donc il a été annulé. Donc ce sera peut-être l'année prochaine. Cette année 2021 ou 2022, on ne sait pas comment vont évoluer les choses. Donc dans les autres pays, donc on a le diméthylfumarate et le terriflunomide. C'est de forme orale, donc c'est des comprimés au lieu de se faire injecter, parce que les malades, au début, ils cherchent un traitement à leur maladie, mais une fois qu'on se fait injecter 3 fois par semaine ou un jour sur 2, avec le temps, ça passe 3-4 ans parce qu'il n'y a pas de limite à l'arrêt du traitement. À ce moment-là, les gens pensent prendre, est-ce qu'il n'y a pas mieux de prendre des comprimés? Bon, on attend les comprimés chez nous. Pour le moment, il n'existe pas. Les effets secondaires, ça reste toujours les effets biologiques, donc hématologiques, et les bouffées congestives et les troubles digestifs. Donc, il faudrait qu'ils soient chez nous pour qu'on en parlera mieux. Alors, le fingolimod, ça reste un traitement dans les formes un petit peu RR, donc c'est par voie orale, les formes rémittantes, plus ou moins agressives. Donc, il n'est pas aussi disponible en Algérie, peut-être qu'il sera cette année. Il est dans les formes assez actives et assez un petit peu graves. Même si c'est par voie orale, la première prise doit se faire à l'hôpital. Et il faut surveiller surtout la conduction cardiaque, surtout dans les 6 heures suivant le traitement. En même temps, il peut donner des troubles de l'atrophie maculaire. Donc, vraiment à surveiller. Voilà le mode d'action du fingolimod. Il bloque plutôt les lymphocytes T au niveau des ganglions. Alors, le deuxième l'autre, c'est des immunomodulateurs. Donc, on a les immunosuppresseurs, entre autres les anticorps monoclonaux. Ce qu'on a en Algérie, on a le natalizumab, donc on a les interférents et on a le natalizumab qui reste quand même très actif. Il réduit l'activité de la maladie de plus de 70%. Sauf qu'il a des effets secondaires. Le risque, c'est la leucoencéphalomyélite progressive, qui est une encéphalite virale quand même mortelle. Donc, c'est des injections en intraveineux qu'on fait une fois tous les 4 semaines. Ça, c'est le mode d'action. Donc, il bloque les lymphocytes T au système sanguin. Donc, il ne permet pas le passage des lymphocytes T au niveau cérébral. Alors, les autres traitements, c'est des traitements un petit peu dans les formes agressives ou les formes un petit peu sévères. On peut vous donner le méthoxantrone, mais avec cette toxicité cardiaque obligée à surveiller la dose cumulative qui doit être maximale 100 mg par mètre carré. D'autres traitements qui n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité, donc quand on n'a rien, on peut donner de l'Immurel, c'est un immunosuppresseur, le méthotrexate ou l'endoxon dans des formes assez sévères. Donc quand il fait une grande poussée, on peut traiter avec ça et après prendre le relais avec les interférents. Là, c'est en gros, il y a, peut-être que je ne l'ai pas mis ici, il y a le traitement qui se rapproche aux Isabri, donc natalizumab, l'ocrelizumab, qui a actuellement l'indication dans les formes un petit peu progressives actives. Donc, c'est des injections qu'on fait à peu près tous les 6 mois. Ça donne de bons résultats. Bon, il n'est pas encore disponible en Algérie, bien sûr.
Voilà. Donc, les traitements symptomatiques, retenez au moins les interférents qui restent les traitements de fond de la sclérose en plaques les plus utilisés en Algérie et les plus efficaces parce qu'ils ont, une ancienneté de plus de 20 ans d'ancienneté. Donc, on connaît leur effet secondaire actuel, on connaît leur effet secondaire à long terme. Alors, le traitement symptomatique, donc on avait parlé des traitements de fond, des traitements symptomatiques, on a, il ne faut pas oublier, la kinésithérapie. Donc, en dehors des poussées, il faut vraiment que le malade reste actif. Le soutien psychologique reste vraiment très important pour les patients. Il faut, quand on a une spasticité, donc on a des traitements symptomatiques, le baclofène, sans dépasser 6 comprimés par jour, mais progressivement en fonction du degré de la spasticité. Le traitement de la douleur, si c'est des douleurs un petit peu paroxystiques, on va donner les antidépresseurs ou les antiépileptiques, type Tegretol ou Neurontin. Les troubles sphinctériens aussi, on peut donner des traitements. Pour la fatigue, il y a l'amantadine qui semblerait donner de bons résultats. Alors, le pronostic reste un pronostic imprévisible. Et puis, avec le temps, on va dire quand même, il y a 50% des patients qui nécessiteraient une aide unilatérale après 15 ans d'évolution. Ça, on parlera plutôt de l'évolution naturelle de la maladie, mais avec les traitements de fond, quand même, l'handicap est retardé au maximum. Il est retardé au maximum. Il y a quand même des fonds qui restent bénignes, donc des patients qui font une poussée visuelle ou une poussée médulaire et qui ne font plus de poussée à long terme. Cela n'empêche pas qu'on doit les traiter, qu'ils doivent avoir un traitement de fond, mais ça reste quand même une maladie plus ou moins invalidante. Donc, si on arrive à la fin pour résumer tout ce qu'on avait dit, donc que la maladie est une maladie inflammatoire, elle est déméisante, qu'elle est chronique du système nerveux central, donc c'est ce qu'il faut retenir. Elle touche et l'adulte jeune et plus le sexe féminin. Elle touche aussi le sexe masculin, mais plus le sexe féminin que le sexe masculin. Que l'étiologie n'est pas très bien élucidée, mais on sait qu'il y a des facteurs endogènes, donc c'est une prédisposition génétique, et que les facteurs exogènes, c'est l'environnement, donc soit le virus qui peut développer ça, qui peut déclencher la maladie, il y a l'obésité qui entretient, il y a le tabac, la diminution de la vitamine D, tous ces facteurs exogènes interviennent pour développer, pour intervenir, pour déclencher cette maladie. Alors, l'inflammation donc reste focale au niveau cérébral, ce qui a entraîné ces plaques, et ces plaques vont se manifester sur le plan clinique par des poussées. Et avec le temps, on va avoir une dégénérescence qui est chronique, on va avoir de l'atrophie cérébrale, il y a une perte axonale, une perte neuronale, et ça va se voir sur le plan clinique par cette progression de l'invalidité, et cette invalidité qui évolue lentement. Sur le mode d'installation, le mode d'entrée, donc on a plus un mode d'entrée plus moteur, donc tous les déficits, l'atteinte visuelle en deuxième lieu et le signe sensitif. À la phase d'état, tous les signes peuvent se voir, donc on peut avoir tout en fonction du siège de la plaque. Le diagnostic, toujours retenir que c'est un diagnostic de probabilité et c'est un diagnostic d'élimination et qui repose sur des critères fondamentaux. Donc, il faudrait qu'il y ait cette dissémination dans le temps. Donc, on avait dit soit clinique, soit radiologique. Cette dissémination dans l'espace, qu'elle soit clinique ou radiologique. Cette inflammation qui reste, c'est une inflammation seulement du système nerveux central. Donc, il n'y a pas de processus inflammatoire périphérique et qu'on n'arrive pas à trouver une explication à cette symptomatologie que le patient rapporte. Donc, ce n'est pas un processus infectieux, ce n'est pas tumoral, ce n'est pas vasculaire, ce n'est pas une maladie de système. Donc, on retrouve tous nos signes, tous ces symptômes sur un patient qui est prédisposé à faire la maladie pour poser le diagnostic. L'orientation va se faire sur le plan clinique. Si on examine, on va trouver cette atteinte multifocale, cette poussée clinique. L'IRM va nous mettre en évidence la dissémination dans le temps et la dissémination dans l'espace. Le LCR va nous mettre en évidence l'existence d'un processus inflammatoire intracérébral, donc par la présence de bandes oligoclonales
On peut avoir besoin des potentiels évoqués visuels en cas d'atteinte monofocale. Donc, on va chercher au niveau des yeux, est-ce qu'il y a une atteinte intraclinique visuelle. Et voilà, et on pose le diagnostic. Maintenant, je vous ai dit à chaque fois, sur les critères de McDonald's, les dernières sont de 2017. Ils vont nous aider pour poser le diagnostic. Alors, le traitement de la sclérose en plaques repose sur une prise en charge quand même multidisciplinaire. On doit traiter la poussée, l'hospitalisation et corticothérapie, le traitement symptomatique en fonction de ce que le patient rapporte, le traitement de fond. On vous a parlé, enfin, je vous ai parlé des interférents qui sont le plus utilisés. La voie orale, on a le diméthylfumarate et le terriflunomide qui viendront peut-être en Algérie prochainement. Le traitement de deuxième intention, donc si ces traitements de première intention, le patient s'aggrave ou ne répond pas au traitement, on est obligé de passer à un stade supérieur, un peu plus agressif, et on donnera soit le tisabri, soit le crézuma, soit d'autres médicaments un peu plus importants. Et bien sûr, donc, je dirais toujours que la prise en charge, elle est multidisciplinaire et le pronostic fonctionnel dépend de type, de la forme clinique de la maladie. Et voilà, normalement, j'ai terminé. J'ai pris plus de temps qu'il le faut, sauf si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, pas de questions? Non, pour moi, non. Bah, je ne sais pas, les autres peuvent écrire. Hein? Apparemment, il n'y a pas de questions vu que personne ne parle. Ah bah tant mieux. L'essentiel, vous avez compris. S'il y a des questions, il y a toujours mon mail. Des questions à mail. Ce n'est pas des questions d'examen. Hein? Je ne réponds pas aux questions. Madame, Je vous en prie. Oui. j'ai pas compris la dissémination dans le temps et la dissémination dans l'espace. Aïe, wallah. Ça, on a vous n'avez rien compris. La dissémination dans le temps, ça veut dire sur le plan temps. Temps, ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain et dans 6 mois. Ça veut dire que le patient, il va faire des poussées. Il y a une année, il a fait une symptomatologie qui a régressé. Et au bout de 3, 4, 5, 6 mois ou 5 années, il va faire une autre poussée. Donc, il y a cette dissémination. Il fera une et puis il fera une autre poussée. Ça, c'est dans le temps. D'accord? Sur le plan IRM, la dissémination. C'est bon? Oui. Dans l'IRM. Madame? Oui. Madame, parmi les étiologies, on parle de déficit en vitamine D, mais dans les traitements, on ne retrouve pas une supplémentation en vitamine D. Est-ce que c'est efficace C'est en pas pratique? efficace, on le fait, mais ce n'est pas efficace à 100%. Si on voit une diminution en vitamine D, on supplémente. On a tendance à supplémenter. Actuellement, je ne veux pas vous donner tous les détails du cours, mais s'il y a vitamine D, il y a, bon, si je commence à parler de ça, il faudrait que je parle du RIS, du syndrome radiologiquement isolé, je dois parler du syndrome cliniquement isolé. J'essaie de réduire un petit peu la sclérose en plaques. J'essaie de simplifier au maximum, mais là, ce n'est pas évident. Il faudrait déjà comprendre la dissémination dans le temps et dans l'espace, c'est plus important. Donc, dans le temps clinique, donc le patient fait une poussée, après, plus tard, il va faire une autre poussée. Ça s'appelle une dissémination dans le temps. Et sur le plan radiologique, donc une dissémination dans le temps, ça veut dire qu'on va avoir des lésions actives, donc des lésions qui prennent le contraste et des lésions qui ne prennent pas dans le contraste. Ça veut dire, on va dire que c'est des lésions qui ne sont pas de même âge, donc elles ne sont pas survenues en même temps. Il y a des lésions qui ne sont pas actives, donc qui ne prennent pas de contraste, où il y a des black rose, comme je disais tout à l'heure, c'est des lésions anciennes. Et on va avoir des lésions nouvelles, des lésions qui prennent le contraste. Ça veut dire qu'il y a des anciennes, donc ça dans le temps. Par contre, la dissémination dans l'espace, ça veut dire que sur le plan clinique, j'ai expliqué tout à l'heure, que le patient va faire une symptomatologie, on va dire cliniquement, on va avoir une atteinte visuelle, ça veut dire le long du nerf optique, il va y avoir une plaque, et puis il va faire une monoparésie crurale, une lésion, une plaque. Ne peut pas expliquer ces deux symptomatologies. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 lésions. Ça veut dire dans l'espace, dans l'espace, ça veut dire dans le cortex cérébral, hein, l'espace du cerveau, ce n'est pas l'espace du cerveau, il faudrait qu'il y ait 2 lésions différentes. Le système nerveux central
On va prendre le cerveau et la moelle. Hein. Donc, là, vous connaissez normalement. Donc, on va avoir une plaque au niveau du nerf optique qui fait partie du système nerveux central du cerveau et une autre plaque au niveau de la moelle. Elle est différente. C'est l'espace. C'est différent. Deux plaques différentes, au moins deux plaques différentes qui vont expliquer une symptomatologie qui est visuelle et une symptomatologie médulaire. Ça va pour Merci, madame. Pardon, madame. Oui. Madame, l'une des signes des névrites optiques, c'était la douleur rétro-oculaire à la mobilisation de l'œil. Est-ce que vous parlez de la mobilisation des globes ou des paupières? Des globes, des globes. D'accord. Des globes, hein, normalement. C'est des globes. Quand il mobilise des globes, il va dire que c'est douloureux un petit peu. D'accord. Madame, oui. Madame, depuis le début du cours, vous parlez de plaque. Madame, cette plaque représente la démyélinisation. Oui, bien sûr. D'accord. La démyélinisation. Si on fait une coupe anapathe, avant, pourquoi ils ont parlé de plaque? C'est les anciennes patientes SEP qui sont décédées. Il y a quand même un siècle et demi de ça. Quand les patients décèdent, ils font des coupes anatomiques. Et quand ils font une coupe du cerveau, ils vont trouver des plaques au niveau du cerveau. C'est ça, c'est à cause de la démyélinisation. Et puis, il y a une démyélinisation. Et avec la démyélinisation, on va voir, avec le temps, c'est une perte axonale. C'est des petits trous. C'est pour ça qu'on parle de plaques. Et à l'IRM, on les voit comme des hypersignaux ou des hyposignaux. D'accord. C'est tout? Oui, merci. Merci, madame. Oui, merci, madame. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Au revoir.